la première crise de Berlin. La première crise de Berlin avec le blocus. Et le blocus est différent du mur. Il faut que l'élève comprenne ça également. Le blocus, on le verra tout de suite. Le blocus, c'est Joseph Staline qui l'avait institué. Mais le mur va être édifié par qui? Hein? Le mur de Berlin a été édifié par qui? Par Nikita. Très bien, Nikita Khrouchtchev. Alors, pour comprendre la première crise de Berlin, il faut absolument que l'élève prenne en compte les conférences de Yalta et de Potsdam. Et qu'est-ce qui a été dit? L'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation. Et la ville de Berlin était isolée dans l'espace soviétique. Est-ce que durant la conférence de Yalta et de Potsdam, est-ce que les gens avaient dit que Berlin allait être divisé? Cela n'a pas été dit ni à Yalta, cela n'a pas été dit également ni à la conférence de Potsdam. Et après la fin de la conférence de Yalta et de Potsdam, les Américains, les Britanniques et les Français ont convoqué une grande conférence à Londres. C'était une conférence secrète à laquelle l'URSS n'avait pas participé. Et quand les gens sont arrivés à la conférence de Londres, ils ont émis l'idée de réunifier leurs occupations pour donner naissance à ce qu'on appelle la zone Oxy. Est-ce que cela a été dit à Yalta et à Potsdam? Cela n'a pas été dit ni à la conférence de Yalta, ni à la conférence de Potsdam. L'URSS leur a dit, vous venez de violer les principes de base qui ont été signés à Yalta. C'est Staline qui l'a dit à tout le monde. Mais au-delà de ça, les Américains, les Britanniques, les Français avaient d'autres mouvements, avaient d'autres ambitions, lesquelles ils voulaient montrer aux autres populations que nous, Américains, nous avons la meilleure idéologie. C'est pourquoi ils vont appliquer en Berlin où est ce qu'on appelle le capitalisme. Et cela également n'a pas été dit à la conférence de Potsdam. L'URSS leur a dit, vous venez encore de violer une deuxième fois ce qui a été dit à la conférence de Yalta. Alors, mais l'URSS va appeler à la raison. Il va demander à la France, à la Grande-Bretagne et, n'est-ce pas donc, aux États-Unis de revenir à la raison et de respecter les accords de Yalta et de Potsdam. Les gens ont dit non. Staline leur a dit non. Nous avons démilitarisé, nous avons dénazifié, nous avons désindustrialisé tout le pays d'Allemagne et vous ne voulez pas occuper le développement économique de l'Allemagne. Ce n'est pas possible. Et comme ces anciens alliés n'ont pas voulu revenir à la raison, Staline a institué le blocus en insistant de la sorte. Il voulait barrer la frontière terrestre pour que ces populations berlinoises de l'Ouest ne puissent plus être ravitaillées par les Américains. Les Américains ont dit non, le chemin est périlleux. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, Américains? Les Américains vont lancer un pont aérien, très bien, pour ravitailler Berlin-Ouest. Ils avaient dit à l'URSS, vous avez institué un blocus ici. Nous, on va recourir à la voie aérienne. Et nous sommes prêts à en découdre avec vous. Si vous touchez un seul de nos avions, nous sommes prêts à une 3e guerre mondiale. Les Américains ont menacé. Et cette 3e guerre mondiale n'allait favoriser que les Américains, parce que seuls les Américains qui avaient la bombe atomique. Non seulement l'URSS ne s'est pas attaqué à ces avions-là, mais l'URSS a enlevé le blocus. Et c'est un blocus qui a duré, n'est-ce pas, donc 11 mois, 1948-1949. Mais la division était tellement profonde entre les deux parties que l'Allemagne même avait été divisée à ce qu'on appelle la RFA et la RD, République fédérale allemande et République démocratique allemande. Est-ce que vous avez compris ça? Alors, maintenant, la guerre froide va quitter le continent européen pour se diriger vers le continent asiatique. Et c'est pourquoi le prof a mis ce qu'on appelle la crise de Corée. De 1950 à 53. Vous pouvez avoir un sujet également qui parle, parce que chaque année, cette leçon-là est via au bac. Chaque année,
la guerre froide, elle vient au bac. On peut vous dire, analysez les rivalités américano-soviétiques de 47 à 53. Alors, et pour comprendre la crise de Corée, la Corée était une colonie japonaise. C'est le Japon qui avait colonisé la Corée. Et malheureusement pour le Japon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a été puni par les Américains. Les Américains vont envoyer 2 bombes atomes, Hiroshima et Nagasaki. Et le Japon était à genoux. Le Japon ne pouvait plus assurer sa domination dans les territoires asiatiques. Mais le Japon va par parce que le moral des troupes était faible. Et c'est pourquoi, avant le départ des Japonais, le Japon avait manigancé jusqu'à ce que la Corée soit divisée, séparée par le 38e parallèle. Alors les Américains vont occuper le sud de la Corée et l'URSS a occupé le nord de la Corée. Et en 1950 juin, les nordistes vont venir dire à leurs voisins du sud, on a été séparés par des circonstances politiques, de grâce. Nous voulons qu'on enlève cette partie-là. Nous voulons que la Corée soit une seule Corée. On enlève par la division. Mais comme les Américains qui étaient au sud, et ils étaient en croisade contre le communisme, les Américains ont dit aux Coréens du Nord, n'acceptez pas l'unification du pays. Si vous acceptez l'unification du pays, l'idéologie communiste va triompher et beaucoup parmi vous vont perdre leur place. Et c'est pourquoi les Américains ont influencé les Coréens du Sud. Et ils ont refusé. Et les Coréens du Nord vont venir agresser les Coréens du Sud. Et c'est le moment choisi par le général MacArthur, le général américain, de prendre les casques bleus de l'ONU. Et pourquoi? Parce que l'URSS avait boycotté le Conseil de sécurité. Pourquoi, selon vous? Pourquoi l'URSS avait boycotté le Conseil de sécurité de l'ONU? Il n'y avait aucun militaire de la Russie qui était à l'ONU. Parce que l'URSS avait boycotté le Conseil de sécurité. Pourquoi? Et quand vous rencontrez cette question-là au bas, qu'est-ce que vous allez dire? Hein? L'URSS avait boycotté le Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que la Chine n'a pas été reconnue sur le plan international. Cela a facilité aux Américains. Les Américains vont venir prendre les casques bleus. Ils vont mettre ça à la disposition, n'est-ce pas, donc des Coréens du Sud. Et les Coréens du Sud et les Américains vont repousser les nordistes jusqu'à la frontière chinoise. Vous avez fait la leçon sur la Chine. Mao est arrivé au pouvoir. Et je disais la fois passée que Mao, il a le communisme dans le sang. Mao, il a le communisme. Il a le communisme dans le sang. Mao, son sang est communiste. C'est pourquoi lorsque les capitalistes ont tapé à sa porte, Mao ne dormait pas. Mao disait à ses compatriotes, le pays est en danger. Nous avons combattu l'impérialisme japonais. Nous devons combattre également les Américains. C'est pourquoi donc 500 000 volontaires chinois se sont levés. Ils vont prendre les casques bleus et ils vont venir trouver les Coréens du Nord. Et ensemble, ils vont repousser les sudistes jusqu'au sud du 38e parallèle. Et les Américains ont dit non, si nous avons perdu cette guerre-là, c'est principalement à cause de Mao. Le général MacArthur est parti dire au président Truman, donnez-moi l'autorisation, je vais utiliser la bombe atomique contre Mao. Parce que si nous avons perdu cette guerre-là, c'est principalement à cause de Mao. Mais comme Truman n'était pas fou, il a même limogé le général MacArthur. Et les deux parties, les deux belligérants ont compris que dans cette guerre de Corée, il n'y aura pas de vainqueur ni de vaincu. C'est l'équilibre de la terre. Il fallait beaucoup de négociations. Et ce sont ces négociations qu'on appelle les accords de Panmunjom. Très bien, les accords de Panmunjom. Et ces négociations ont été facilitées par la mort de Joseph Staline le 4 mars 1951.
1953. Après 2 jours d'agonie dans son lit, Staline a fini par rendre l'âme. Le petit père des peuples, on l'appelait le petit père des peuples. Le tyran rouge est décédé, il est à côté de Dieu. Et l'année 1953 marque une nouvelle ère dans l'histoire des relations internationales. C'est l'avènement de la coexistence pacifique. Est-ce que vous avez compris la crise de Corée? Hein? Alors, et la coexistence pacifique est une période de baisse des temps, de tension, est une période de déchelle qui a caractérisé les rivalités américano-soviétiques à partir de 1953. Et cette coexistence pacifique avec des facteurs justificatifs. Le premier facteur, c'est quoi? C'est le changement de dirigeant. Et on vient de dire, Staline a rendu l'âme, il est à côté de Dieu. Il a été remplacé par le président Nikita. Très bien, Nikita Khrouchtchev. Alors, Nikita Khrouchtchev, quand il est arrivé au pouvoir, Nikita n'avait pas le même tempérament que Joseph Staline. Nikita dira au président Eisenhower également, qui a bâti campagne pour la paix aux États-Unis. Il a remplacé Truman. Il dira au président David Eisenhower que notre système solaire comporte 9 planètes. Et parmi ces 9 planètes, il n'y a que la Terre qui habite de l'Occident. Et comme chacun parmi nous ne peut pas quitter dans cette Terre qui habite de l'Occident pour aller vivre à Mars ou à Jupiter, nous sommes condamnés à faire la paix. C'est pourquoi donc il a tendu sa main à David Eisenhower. Et cette main tendue à David Eisenhower, de Nikita Khrouchtchev à David Eisenhower était bien saisie. Et c'est pourquoi les 2 partis, vous les voyez à la télévision là, les 2 hommes là, David Eisenhower et Nikita Khrouchtchev, ils avaient toujours le sourire aux lèvres. On les appelait les colombes. C'est une sorte d'oiseau de paix. Et je disais que ces gens-là sont différents du président Macky Sall. Nyangal à longueur de journée. Oui. Et ces gens-là, quand vous les voyez partout dans le monde, partout, ils avaient le sourire aux lèvres. Alors ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le deuxième facteur de la coexistence pacifique. C'est, vous n'avez pas retenu cette leçon-là, mon ami. Non, ça sont les manifestations. Je parle d'abord des facteurs justificatifs de la coexistence pacifique. Très bien, c'est ça qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Et la terreur renvoie à la peur. Les États-Unis avaient la bombe atomique et la bombe H depuis 1945. Et l'URSS, à partir de 1949, l'URSS a réussi à combler son retard militaire en possédant à son tour la bombe atome. Les gens ont compris. S'ils se battaient, ils allaient être à l'origine de la disparition de l'espèce humaine. C'est pourquoi, à partir de ce moment, on a vu ce qu'on appelle la baisse des temps, la baisse des tensions. Ça, c'est le deuxième facteur. Et nous avons également les manifestations de la coexistence pacifique, comme l'autre vient de le souligner, avec la crise, c'est le canal de... la crise, très bien, c'est le canal de Suez. Je vais un peu revenir sur ça, parce que souvent, on note la crise, les professeurs notent cette crise dans le cours, mais ils ne prennent pas le temps de revenir largement sur la crise. Alors, vous savez, le canal de Suez a été construit en Égypte en 1869 par Ferdinand Lesseps. C'est lui qui avait construit, n'est-ce pas, donc le canal. Mais malheureusement pour l'Égypte, territoire dans lequel le canal est construit, l'Égypte n'avait rien. L'Égypte ne recevait que des miettes.
Et chaque année, le canal apportait à la France et à la Grande-Bretagne 32 milliards de dollars. Et par la suite, Nasser est arrivé au pouvoir. Gamal Abdel Nasser est arrivé au pouvoir. Et quand Nasser est arrivé au pouvoir, Nasser va lancer un ambitieux programme de développement pour son pays. Nasser va demander une aide aux États-Unis. Il disait aux États-Unis, je veux qu'à partir du fleuve Nil, je veux construire ce qu'on appelle le barrage d'Assouan. Mais Nasser n'avait pas les moyens. Il dira aux États-Unis, je voudrais que vous m'aidiez à réaliser ça ce soir. Les Américains ont dit d'accord, par le biais de notre coopération bilatérale, nous allons vous financer. Mais entre-temps, il y a eu la conférence de Bandung en Indonésie 1955. Tous les pays d'Afrique ont dit, nous n'alignerons pas derrière les États-Unis. Nous n'alignerons pas non plus derrière l'URSS. Alors que les États-Unis étaient à la quête derrière. Et Nasser a été l'un des plus grands animateurs de la conférence. Les États-Unis ont dit à Nasser, ah bon, c'est toi qui as joué ce rôle. Nasser dit oui. Nous renonçons à notre aide pour la construction du barrage d'Assouan. Nasser leur a dit d'accord, c'est votre droit le plus absolu. Mais moi, je sais ce que je vais faire. Nasser va nationaliser le canal 2. Les 32 milliards partagés entre la France et l'Angleterre vont désormais dans les caisses de l'Égypte. La France a déclenché la guerre à l'Égypte. La Grande-Bretagne a déclenché la guerre à l'Égypte. Israël a déclenché la guerre à l'Égypte. Et pourquoi Israël a déclenché la guerre à l'Égypte? Parce que le ravitaillement de Israël transitait par le canal de Suez. Israël avait compris, en cas de problème avec l'Égypte, l'Égypte pouvait bloquer le passage. Et Israël a déclenché la guerre à l'Égypte, c'est la guerre de 1955. Et ces trois pays-là aux armées solides, s'ils devaient se battre avec l'Égypte, ils allaient écraser l'Égypte. Maintenant, qui va sauver l'Égypte? Hein? Qui va sauver? Non, pas les États-Unis. L'URSS, très bien. C'est l'URSS qui va sauver. C'est l'URSS qui a donné l'ordre. Et l'URSS a appelé les États-Unis pour dire aux États-Unis, dites à la France, à la Grande-Bretagne, à Israël, je leur donne 24 heures, s'ils ne quittent pas l'Égypte, je vais leur lancer la bombe atomique. La bombe atomique. La France est venue faire comme ça, pour voir est-ce que les Américains vont réagir. On leur a demandé de partir. Israël est venu faire comme ça également. On a demandé à Israël de partir. La Grande-Bretagne également est venue faire comme ça. Et c'est comme ça que Nasser a été sauvé. Et Nasser va devenir le leader du monde A. On le verra avec la question palestinienne. Alors donc rapidement, je prends les limites de la constante pacifique. On va s'attaquer. Bon, je pense que ça ne vaut pas la peine de prendre la seconde crise de Berlin hein, avec le mur. On attaque la crise de Cuba. Ou bien on revient sur la première crise, seconde crise de Berlin avec le mur. On revient sur ça. Alors, rapidement, lorsque les Américains, la Grande-Bretagne, les Français et l'Union soviétique ont divisé Berlin également en 4 zones d'occupation, les Américains et leurs alliés vont appliquer en Berlin où est ce qu'on appelle le capitalisme. Et le capitalisme, malheureusement en Berlin-Est, Berlin-Ouest est devenue une ville très développée. Et cette ville-là va attirer les autres qui étaient là-bas. Malheureusement en Berlin-Ouest, il y avait la pauvreté, une forte paupérisation, les gens étaient pauvres. Les gens ont dit, ah, ici il n'y a rien, là-bas il y a quelque chose. Les gens vont partir. Surtout les autres, les plus entrepreneurs là, vont prendre leurs bagages là comme ça là, à tcha, quitter. Mais quand Nikita Khrouchtchev a vu ça, cette hémorragie là, Nikita Khrouchtchev va demander aux États-Unis que l'ensemble de la ville de Berlin soit neutre. Les Américains ont dit jamais nous allons accepter que l'ensemble de cette ville de Berlin là soit neutre. Et comme les Américains n'ont pas voulu accepter, il a édifié le mur dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Et c'est ce mur-là que les historiens ont appelé le mur de la honte, parce que c'était une honte qui terrorisait à l'image de
RSS. Alors, vous allez voir, quand le mur est tombé en octobre 1989, vous allez voir des Koyo Gaillards là qui s'embrassaient et qui pleuraient ce jour-là. Parce qu'ils ont été séparés pendant plus de 27 ans sans se voir. On a séparé des familles. S'il y a un décès ici, cette famille-là ne pourra pas aller. S'il y a un baptême ici, les autres ne pouvaient pas aller. Donc on a séparé, et le mur va chuter en octobre 1989, très bien. Alors, maintenant, je vais rapidement prendre la crise de Berlin, la crise de Cuba. Et pour comprendre la crise de Cuba, l'élève ne doit pas perdre de vue de l'année 1896. Parce que depuis 1896, Cuba s'est bénéficié de l'appui des Américains. Ce sont les Américains qui ont aidé Cuba à se débarrasser des Espagnols. Parce que ce sont les Espagnols qui avaient colonisé l'île de Cuba. Maintenant, en 1896, les Américains vont aider les Cubains à se débarrasser des Espagnols. Et les Américains ont mis en place au Cuba un protectorat. Cela veut dire que les Américains, maintenant, qui vont protéger l'île de Cuba. Ils ont mis en place Batista, le président Batista. Et Batista, c'est lui qui va défendre les intérêts américains au Cuba. Il a appliqué ce qu'on appelle le capitalisme. Et le capitalisme, vous l'avez vu sous le régime de Chiang Kai-shek. Le capitalisme produit des inégalités sociales. Une petite minorité qui va s'enrichir, les autres sont dans des difficultés. Et quand Fidel Castro a vu ça, lui, il ne pouvait pas, il était un avocat de profession. Fidel Castro dira non, je ne vais pas accepter ça, c'est une injustice. Je ne vais pas accepter que dans mon pays, une petite minorité s'enrichit et les autres sont dans des difficultés. Il va appeler son ami Che Guevara, on l'appelait le Che. Le Che était un grand révolutionnaire bolivar. Et le Che a été impliqué dans beaucoup de révoltes en Amérique latine. Il appelle le Che et ensemble, ils vont fomenter un coup d'État. Ils ont renversé Batista. Du coup, les Américains sont devenus très inquiets. Ils ont dit, hein? C'est Batista qui protégeait nos intérêts ici au Cuba, il n'est plus là. Nous devons également renverser Castro. Les Américains vont prendre en contact avec les exilés cubains. Les gens qui étaient contre le régime de Castro et qui vont s'exiler aux États-Unis. Les Américains vont prendre en contact avec ces gens-là. Et les Américains leur ont dit, vous allez rentrer chez vous. Et on va organiser un vaste rassemblement, on va tenter. Nous allons vous appuyer. Mais on organise un vaste rassemblement pour tenter également de décider Castro du pouvoir. Et la manifestation devait avoir lieu à la baie des Cochons. C'est pourquoi en 1959, les grands policiers américains là, les éléments de la CIA américaine, les policiers américains professionnels sont descendus sur l'aéroport de Cuba. Et ils étaient partis, et quand ils sont descendus, malheureusement pour eux, ils ont été soupçonnés par des services de renseignement cubains. Ce sont les Cubains qui ont soupçonné les Américains. Les services de renseignement cubains. Et ils ont pris leur 4x4. Mais comme ils ont été soupçonnés, ils ont pris leur 4x4. Mais comme on ne sait pas ce qu'ils sont venus faire, à 21h, on leur a envoyé de très belles filles. Oui. Et quand je dis c'est de très belles, parce que c'est là-bas que vous allez voir des filles qui ont un café au lait, la chevelure jusqu'au rein. Ce n'est pas les cheveux naturels que vous inventez comme ça. Immédiatement, ils étaient partis à la recherche, à la rencontre de ces policiers-là. Et les policiers, quand ils ont vu les filles, ils sont tombés sous le charme de ces demoiselles. Vous savez, la fille, quand elle est charmante, elle n'a peur de rien. Et ce n'est pas pour rien que les gens disent ce que femme veut, Dieu le veut. Ils étaient partis, ces filles étaient parties à la rencontre. Elles étaient au nombre de 6.
Les 4 sont entrés et les 2 sont restés. Ils ont pris champagne, vin rouge, whisky. Mais comme on ne sait pas, la journée était tellement belle. Un des policiers a vendu la mèche. Un des policiers a dit à une fille, nous sommes venus destituer Castro du pouvoir. Oui, du pouvoir. Et la fille a pris du temps. Elle est partie dire à une autre fille la mission pour laquelle ces gens-là sont venus faire. Et permettant à cette fille-là, à 4 h du matin, la fille était partie, n'est-ce pas, donc, transmettre l'information au niveau des autorités qui viennent. Et les services de renseignement qui viennent vont venir encercler la BD Cochon, rendant impossible toute situation qui va aboutir à la destitution de Castro du pouvoir. Les Américains, Fidel Castro avait compris que par A ou B, les Américains allaient fomenter un autre coup d'État parce qu'il était pris en danger, il était en sécurité. Il était pris en sécurité, il était en danger. Il va appeler l'URSS. Il dit à l'URSS, venez proclamer, venez, n'est-ce pas, donc protéger l'île de Cuba. Parce que si vous ne le faites pas, les Américains vont envahir Cuba. Et c'est pourquoi, volontiers, les Américains vont installer les Soviétiques vont installer des missiles à tête nucléaire vers les États-Unis. Et quand vous prenez le continent américain, au sud nous avons les pays comme Texas, Miami, la Louisiane, la Floride. Et toutes ces villes allaient être détruites par les missiles. Maintenant, il a fallu attendre l'atterrissage d'un avion I-2. C'est des avions sans pilote qui ont, n'est-ce pas, donc, filmé ces images-là. Et n'est-ce pas, donc, les experts de l'aviation américaine vont venir, n'est-ce pas, donc, décortiquer les missiles. Ils ont vu les missiles. Et ils étaient partis transmettre l'information à Kennedy. Et lorsque le président Kennedy avait été saisi par cette affaire, Kennedy va réagir à la dimension. Il va tenir un point de presse. Il dira au monde entier que l'URSS vient d'agresser les États. Si un seul de ces missiles-là tombe aux États-Unis ou bien dans un pays capitaliste, lui, Kennedy, il va prendre la responsabilité d'utiliser la bombe atomique. C'est tous les pays du pacte de Varsovie. Et pour montrer à Nikita qu'il ne joue pas, parce que Nikita avait voulu berner, n'est-ce pas, donc, Kennedy. Kennedy était le plus jeune président des États-Unis. C'est le plus beau également président des États-Unis. Alors, Kennedy va envahir les navires américains également. Les navires américains de guerre américains vont encercler l'île de Cuba. Personne n'entre, personne ne sort. Oui. Et au moment où il a envahi ces missiles-là, l'URSS également a envahi sa flotte militaire qui prenait progressivement l'océan Pacifique. Et nous tous, nous savons que le jour où ces missiles de guerre arriveront ici, ce serait irréparable. Nous allons tout droit vers une troisième guerre mondiale. C'est pourquoi les gens avaient les mains comme ça. Hein? Ils pensaient à Dieu parce que ce serait une guerre nucléaire, une guerre qui allait porter un immense préjudice à l'humanité. Maintenant, c'est le père de l'Église catholique, le pape Vatican. C'est lui qui a pris son bâton de pèlerin pour appeler Kennedy et appeler Khrouchtchev pour les faire comprendre le danger qui guette le monde en cas de confrontation entre les deux camps. Et il y a également le rôle joué par les ambassadeurs qui ont joué un rôle extrêmement important pour désamorcer la crise de Cuba. Mais également, nous avons le rôle joué par Robert Kennedy, le frère de Kennedy. Robert Kennedy, qui a fait à son grand frère un montage à la culotte. Parce que lui, il avait compris que les militaires ne voulaient pas, son frère ne voulait pas la guerre, mais ce sont les militaires qui voulaient la guerre. Et les gens vont se réunir autour des tables. On a demandé à l'URSS de désinstaller les missiles qu'elle avait pointés en direction des États-Unis. Et on a demandé également à l'URSS, aux États-Unis, de demander à ces navires de guerre de rebrousser chemin. Et c'est comme ça que le monde commence à respirer. Le monde commence à respirer. Les gens ont dit, pour éviter ce qui s'est passé durant la crise de Cuba, mettons l'accent sur la paix. Et la paix n'est rien d'autre que le renforcement de la coexistence pacifique. La détente n'est rien d'autre que le renforcement de la coexistence pacifique.
Et c'est dans ce contexte que les gens vont mettre en place ce qu'on appelle le téléphone rouge. On peut s'arrêter ici, c'est la guerre froide.